Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Rendez-vous de la Doc de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Jeunesse, sexualité et relations intimes après MeToo. Que signifie faire couple pour les jeunes adultes en 2025? Nous aurons le plaisir d'accueillir deux sociologues, Marie Bergström, sociologue à l'Institut national d'études démographiques à l'INED, et Yael Amselem-Magui, sociologue à l'INJEP. Elles viendront nous faire part des résultats de leurs travaux issus de l'enquête Envie. L'enquête Envie, c'est une étude qui a été développée par l'INED. Marie Bergstrom a dirigé l'étude Envie et Yael Amselem-Magui en est co-autrice. Envie a permis d'interroger près de 10 000 jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans sur leur mode de vie et plus particulièrement sur leur vie affective et sexuelle. Elle montre notamment une évolution de leurs pratiques dans leurs rapports amoureux et sexuels. Elle permet par exemple d'observer la façon dont cette génération redéfinit la notion du couple ou encore comment le phénomène MeToo a pu modifier leurs relations amoureuses. L'étude en vie a fait l'objet d'une publication aux éditions de la Découverte sous la direction de Marie Bergschom et Yael Amsalem-Magui, co-autrice, et qui s'intitule la sexualité qui vient, jeunesse et relations intimes après MeToo. Puis viendra un temps d'échange de questions-réponses et comme d'habitude, ce temps de questions-réponses sera basé sur vos questions. Questions que vous pouvez poser dès à présent en utilisant le système Q&R en bas de votre écran. Cette séquence sera animée par Augustin Vicard, directeur de l'INJEP. Avant de laisser la place à nos intervenantes, je vous rappelle que le rendez-vous de la TOC est enregistré et qu'il sera rapidement mis en ligne sur le site de l'INJEP. Vous retrouvez également sur le site de l'INJEP la bibliographie sur la sexualité des jeunes réalisée par la mission documentation. Un dernier mot pour remercier la mission Valorisation et diffusion de l'INJEP qui a organisé cet événement et en assure tous les aspects techniques. J'invite maintenant Marie Bergström et Yael Amsalem-Magui et je vous souhaite une bonne séance à tous et à toutes. Bonjour. Merci Isabelle. Je vous laisse l'excellent ouvrage. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous être connectés aujourd'hui. On va donc vous parler de l'enquête en vie. Moi, je vais commencer par présenter cette étude pour que vous compreniez un peu plus comment on l'a fait et d'où on parle. Et je vais présenter quatre résultats principaux avant que Yael va développer sur un sujet plus précis qui est les sources d'information sur la sexualité pour les jeunes. Donc, pour vous dire d'abord un mot sur cette étude, donc enquête en vie, enquête sur la vie affective des jeunes adultes. C'est une enquête nationale sur un échantillon représentatif de jeunes de 18 à 29 ans. C'est une enquête qui a été réalisée et conduite par l'INED, mais qui a été réalisée grâce au soutien de nombreux partenaires, donc INJEP, Santé publique France, la CNAF, la DGCS et l'ANR. Donc, c'est un échantillon représentatif, pardon, donc ça veut dire que c'est vraiment un miroir, un portrait de la jeunesse en France. C'est une enquête téléphonique, donc nous avons appelé les jeunes et donc on a fait un échantillonnage aléatoire de numéros de portable et donc c'est 10 000 personnes à peu près qui ont répondu à cette enquête. Et la collecte, ça a duré 8 mois, donc c'est une grande opération. Et où nous avons un taux de réponse de 20%. Et lorsqu'on regarde plus spécifiquement les jeunes, on a 57% des jeunes qu'on a réussi à contacter, à avoir au téléphone. Et lorsqu'on les a eu au téléphone, 57% ont accepté de répondre. Je vais entrer un peu dans les détails de l'étude. Je vais aller assez vite, mais évidemment, on peut en discuter lors des questions-réponses. Donc, c'est une enquête qui a été réalisée par un groupe de chercheuses et chercheurs, beaucoup de personnes de l'INED, mais également de l'INJEP, de CNRS et de Paris 1. Aujourd'hui, on est un grand groupe d'exploitation qui travaille encore sur les données. Donc, on va vous présenter des résultats de livres, mais d'autres résultats sont à venir encore.
C'est une enquête qui s'intéresse à divers sujets. Là, je vous présente vraiment la structure de l'enquête. Ça vous donne un petit aperçu des questions qui étaient les nôtres, des sujets qui nous ont intéressés. Évidemment, on a des informations sur les jeunes qui ont répondu, d'où ils viennent, quel âge, le sexe, où ils habitent, etc. On a des questions, on s'intéresse à leur famille d'origine, à leurs conditions de vie pendant l'adolescence. On s'intéresse au genre et au parcours trans, qui sont les jeunes et combien sont-ils qui sont concernés par une transition de genre et qui et combien finalement se définissent comme non-binaires. On s'intéresse aussi aux premières fois, je vais en parler tout à l'heure, donc premier baiser, mais aussi les premiers rapports sexuels. Et ensuite, vraiment ce qui est le cœur de cette étude et aussi le cœur de l'ouvrage que nous venons de publier, c'est les relations intimes que les jeunes ont vécues au cours des 12 derniers mois. Mais on pose aussi des questions plus larges sur les expériences au cours de la vie. On fait un focus sur les applications de rencontres, qui les utilisent et qu'est-ce qu'on a comme expérience par ce biais. Sur les minorités sexuelles, donc les personnes qui se disent bisexuelles, pansexuelles, homosexuelles et leurs expériences. Sur la sociabilité et la santé. Ensuite, une série de questions sur les représentations. Donc, on vous montre ça parce que peut-être il y a des questions qui vont vous venir sur des sujets que finalement on ne va pas beaucoup développer à l'oral. Donc, sur le module principal, comme je disais, cœur de l'enquête, on s'intéresse à quatre types relationnels. On s'intéresse aux relations de couple, ce sont les relations les plus longues, les plus stables. On s'intéresse aux histoires d'un soir, donc des relations qui sont très brèves. Et ensuite, un troisième type de relations qui sont des relations finalement entre deux. Ce sont des relations sexuelles qui s'inscrivent dans la durée. Il peut y avoir de l'affection, il peut y avoir de la sociabilité, mais pourtant, pour les jeunes, ce ne sont pas des couples. Donc ça, les termes qui sont utilisés sont vraiment multiples. Ça, les gens vont appeler ça des sex friends, des plans cul réguliers, des amitiés avec un plus, c'est beaucoup de termes encore, mais c'est donc un troisième type relationnel qu'on constate aujourd'hui, auquel on s'est intéressé. On s'intéresse aussi aux relations envisagées. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais ça peut être intéressant de savoir qu'on a aussi étudié les personnes dont on a pu être amoureux ou amoureuse ou des personnes par qui on a été intéressé, mais il ne s'est rien passé. Donc, c'est aussi montrer que la vie affective, notamment à cet âge-là, il y a plein de choses qui se font, il y a des relations qui se vivent, mais il y a aussi des choses qui restent dans la tête, ou des désirs, ou des non réalisés, ou des amours impossibles. Et on s'intéresse aux relations dans les 12 derniers mois. Je vais passer maintenant aux résultats. Alors évidemment, il faut qu'on fasse un choix. Donc j'ai choisi quatre résultats principaux. Je vais commencer avec la situation relationnelle des jeunes et ensuite vous montrer trois autres grands résultats principaux de cette étude. Donc pour commencer, la diversité relationnelle. Alors là, vous avez une graphique qui montre les expériences des jeunes dans les 12 derniers mois. Alors, je vais vous guider pour voir comment on lit cette figure. Lorsqu'on a demandé aux jeunes, est-ce que vous avez été en couple dans les 12 derniers mois, c'est 66% des jeunes qui ont dit oui, donc ça veut dire deux tiers ont connu une relation de couple dans l'année. On leur a demandé, est-ce que vous avez connu une histoire d'un soir dans les 12 derniers mois, et là c'est 21% des jeunes qui disent oui, j'ai connu ça. Et ensuite, on leur a demandé, est-ce que voilà, vous avez connu un autre type de relation, donc ça correspond à ces relations suivies. Et là, c'est 15% qui dit que oui, j'ai connu ça dans l'année. Après, il y a des jeunes qui disent j'ai connu rien de tout ça. Donc ça correspond à 21% des jeunes. Alors, ces relations, évidemment, bon, on peut avoir été en couple et on n'a connu rien d'autre dans l'année. Ça, c'est la moitié des jeunes, 51% qui disent, ben moi, j'ai été en couple et c'est tout ce que j'ai connu sur cette période. Mais bien évidemment, ce sont des relations qui se combinent, notamment parce qu'il y a des ruptures. Et après les ruptures, on a souvent une certaine intensité relationnelle. Et la manière dont cette figure se lit, c'est donc par exemple 7% des jeunes qui, à la fois dans les 12 derniers mois, ont été en couple et aussi ont eu une histoire d'un soir. Donc pas en même temps, hein, mais à des moments différents. Donc en fait, finalement, cette image, ça vous montre à la fois une forme d'intensité relationnelle, on peut dire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont connu des relations et surtout une diversité aussi. Et voilà, je pense aussi une forme une image de la complexité des parcours aujourd'hui où voilà, on a des alternances dans des périodes célibataires, des périodes en couple, et dans les périodes célibataires, souvent il y a beaucoup de relations différentes. Donc ça fait des années, on va dire, une période relationnellement riche, cette période de 18 à 20 heures.
Donc, on peut en revenir là-dessus si vous voulez, parce que c'est donc une étude qui permet vraiment très largement de dire, mais c'est quoi ces différentes relations, une histoire de soi, en quoi c'est différent nos relations suivies, où est-ce qu'on se rencontre, est-ce que les applis ont remplacé tout, est-ce que d'autres lieux de rencontre persistent, etc. Vraiment, si vous avez des questions là-dessus, on peut répondre à toutes ces questions. Mais je vais avancer pour vous présenter un autre résultat majeur de cette étude et qui est qu'on a une très forte augmentation des minorités sexuelles, c'est-à-dire que la part de personnes qui se définissent autrement qu'hétérosexuelles est en forte augmentation en France chez les jeunes. Donc les résultats que vous voyez ici, c'est la part de personnes qui vont se définir comme hétérosexuelles, bisexuelles, pansexuel, homosexuel ou d'une autre manière. Donc la pansexualité, ça ressemble à la bisexualité avec cette différence que la bisexualité, c'est un désir, une attirance pour les deux sexes. La pansexualité, c'est plus généralement de ne pas tenir compte du genre, ne pas définir son attirance par le genre. Et ça peut inclure une attirance pour des personnes non binaires. Alors, si on regarde les femmes, vous voyez que c'est 19% des femmes qui se disent autre chose que hétérosexuelles. Et c'est vraiment une augmentation très forte parce qu'il y a 20 ans, c'était à peu près 3%. Donc là, on a vraiment une augmentation significative de ces minorités sexuelles. Chez les hommes, ça augmente aussi. Il y a 20 ans, c'était aussi à environ 30%. Maintenant, c'est 8% des hommes qui se disent autre chose. Donc, chez les femmes notamment, les minorités sexuelles ne sont plus si minoritaires et c'est notamment des identifications bisexuelles et pansexuelles qui ont pris beaucoup d'ampleur. Dans l'enquête, on a aussi interrogé des personnes qui se ne définissent ni comme hommes ni comme femmes, mais d'une autre manière, comme non-binaires ou gender fluide. Et là, on voit que ces personnes qui sont minoritaires, c'est moins de 2% des jeunes en tout qui se définissent comme ça, ont des identifications principalement non hétérosexuelles. Un troisième résultat, c'est une augmentation des violences sexuelles déclarées. Donc, vous avez ici le part de personnes, femmes et hommes, à différents moments, différentes enquêtes qu'on compare, qui déclarent avoir connu des rapports forcés ou des tentatives de rapports forcés. Et on peut vraiment se concentrer sur les chiffres qui sont au bord des tubes, si vous voulez, et si vous regardez du côté des femmes, c'est 43% des femmes entre 18 et 29 ans qui en 2023 disent oui, j'ai connu des rapports forcés ou des tentatives de rapports forcés. Et vous voyez que c'est une augmentation forte en comparaison avec 2006. Ça augmente aussi chez les hommes, mais les proportions sont beaucoup moindres. Alors, comment l'expliquer? Là, nos collègues qui travaillent sur ce sujet mettent en avant deux explications. D'un côté, il y a, on va dire, une parole qui s'est libérée. Comme on dit, là, on a vraiment un effet MeToo. Disons que des choses qu'on a subies, qui peut-être des générations plus âgées n'auraient pas appelé de la violence ou de rapports forcés, les jeunes aujourd'hui, c'est pas normal. C'était des rapports forcés, ouais, ils les déclarent comme tels. Donc, il y a une augmentation de la déclaration. Mais on peut aussi penser que de fait, il y a une plus grande exposition des jeunes aujourd'hui aux violences sexuelles que par le passé. Et là, il y a un élément de contexte qui est très important, et c'est que cette génération que nous, on a interrogée, 18-29 ans, on déclare beaucoup plus de partenaires sexuels que les générations plus âgées. Donc on peut penser que c'est pas uniquement une libération de la parole, mais que de fait, les jeunes, et tout particulièrement évidemment les jeunes femmes, sont aujourd'hui plus exposées aux violences sexuelles que par le passé, notamment parce qu'elles ont plus de partenaires et connaissent une diversité de situations relationnelles qui les mettent aussi en exposition des violences. Et un dernier résultat qui est important pour nous, ça, là, quelque part, on remonte au début, on peut dire, à l'entrée dans la sexualité, et on regarde l'âge médian des premières pratiques sexuelles avec quelqu'un, et on a comparé cet âge donc au fil du temps et aussi donc parmi les personnes qu'on a interrogées. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un léger report de l'âge d'entrée dans la sexualité. Vous le voyez sur le graphique. Alors, on pourrait comparer ces chiffres avec des données plus anciennes. On pourrait comparer l'entrée dans la sexualité de la génération née dans les années 40, 50, 60, 70. Si on faisait ça, on aurait vu qu'il y a eu au fil du XXe siècle une progressive, lente baisse de l'âge d'entrée dans la sexualité. Et ensuite, ce qu'on voit là, c'est qu'à partir de la génération née
au milieu des années 90, on a un renversement de tendance finalement. Cette baisse qu'on constatait depuis longtemps, ben, elle s'arrête et on a un remontage de l'âge. Alors, plus précisément, il y a deux choses. Vous voyez tout à droite de ce graphique quelque chose qui est très conjoncturel, c'est la Covid. Les jeunes qui ont eu 18 ans en 2020, en 2021, ont a eu un petit report de l'entrée dans la sexualité. Donc, les confinements ont finalement bousculé cette expérience. Donc là, c'est quelque chose de très, très conjoncturel. Mais quand même, vous voyez que cette augmentation, elle avait commencé avant. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va stabiliser? Ça, on ne le sait pas. Mais c'est un constat fort qui n'est pas du tout spécifique à la France. On voit la même chose aux États-Unis et aux Pays-Bas, par exemple. Donc, ça vous donne quelques idées de cette étude et des résultats. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ensuite. Et je vais passer la parole à Yael. Merci Marie. Alors dans cette enquête, on s'est intéressé à tout un tas de thématiques pour mieux comprendre ce qui se joue autour de la sexualité et notamment des pratiques en ligne. Il y a un chapitre qui est dédié par exemple aux usages des applications voilà. Ici, je vais vous présenter les sources d'informations sur la sexualité qu'on a approchées par la question de avoir été chercher des données sur les choses du sexe sur Internet. Pourquoi on s'est intéressé à Internet? Parce que c'est au-delà juste d'être une zone problématique de recherche d'information, d'abord une zone de recherche d'information et dans laquelle on va voir que les jeunes vont y trouver des éléments et des éléments qui veulent leur construire, qui vont participer à construire des normes, construire des représentations, à leur permettre de se situer face à une profusion d'informations en ligne et hors ligne. On va voir également que dans cette enquête, euh, en fait, la sexualité s'inscrit comme toutes les autres sphères de la vie sociale, comme étant concernée par les enjeux autour d'Internet, des réseaux sociaux, de la collecte d'informations, de la collecte, de la profusion de données, d'échanges qui peuvent s'y dérouler. Donc c'est avec cette idée-là qu'avec Delphine Raïb, on s'est penché particulièrement sur cette thématique, avec bien évidemment toute l'équipe en vie. Dans cette idée, ce qu'on voit notamment, c'est que d'abord, on se rend compte que quand on a posé la question aux 10 000 jeunes qu'on a pu rencontrer entre 18 et 29 ans, on a avant tout une profusion de sources d'informations pour s'informer sur la sexualité, avec une qui va se dégager par rapport aux autres, ça va être apprendre les choses d'abord et surtout avec des personnes en interaction avec des partenaires, avec des potes, donc les amis filles ou les amis garçons, avec des personnels éducatifs ou de santé. Et on va voir que cette question des sources et des ressources ou de par où on attrape les choses du sexe quand on est en train d'entrer dans la vie adulte et quand on est en train d'exercer finalement ses premières expériences en matière de sexualité et puis après de s'installer dans sa sexualité, on va voir que ça va différer, ça va changer sur ce qui va se jouer dans les sources d'information sur la sexualité. Et donc, ce qu'on va voir, notamment quand on a regardé ce qui se jouait du point de vue des femmes et du point de vue des hommes, c'est des disparités dans les manières dont ils et elles vont citer les différentes sources d'informations par lesquelles ils ont appris ou elles ont appris des choses sur la sexualité. Et notamment, si on voit très peu d'écart sur la question des partenaires, hein, autant les femmes que les hommes citent les partenaires comme étant les principales sources d'informations sur la sexualité. C'est d'abord avec ces partenaires qu'on s'informe. On voit ensuite un petit dégagement autour des amis filles par rapport aux amis garçons. Et là, on va voir que ça va faire écho à toute la littérature qu'on va avoir en sciences sociales sur la place des femmes dans le rôle de care, dans l'accompagnement des pratiques, dans la recherche d'informations, mais aussi qui font écho à la socialisation des femmes en matière de sexualité, mais même plus largement en matière de santé, qui se joue, y compris dans le moment d'entrée dans la vie adulte. Et puis après, on va voir des disparités en fonction du sexe selon les personnels éducatifs ou de santé, où on va voir qu'ils sont davantage mobilisés par les femmes que par les hommes, même si ils sont bien plus mobilisés que les réseaux sociaux, par exemple. Derrière ça, on peut bien évidemment se douter par le fait que l'entrée dans l'adolescence et l'entrée dans la puberté va être largement accompagnée par les personnels de santé et en partie les personnels éducatifs pour les femmes qui n'ont aucun équivalent pour les hommes, par exemple.
Du côté des ressources en ligne, nous, ce qui nous a pas mal intéressé, c'était de regarder justement plus finement, et c'est ce que permet de faire cette enquête par rapport à d'autres qu'on avait peu d'informations, hein. Bah voilà, le poids de la fiction notamment, et donc de la télé, des films et des séries comme étant des sources d'information. Et elles sont des sources d'information finalement bien, enfin un peu plus que les réseaux sociaux, ce qui a pu nous étonner dans l'analyse des résultats, mais qui montre aussi la diffusion par laquelle on va récolter des informations, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on croit à toutes ces informations, mais ça va être voilà tout l'univers informationnel autour duquel quand on est entre 18 et 29 ans, on va apprendre des choses sur la sexualité. Et donc on va voir que les films et les séries sont davantage cités encore une fois par les femmes que par les hommes. Mais ça, c'est pas, enfin, ça s'explique aussi par les contenus qui sont traités dans les films et séries, que ce soit autour des violences sexuelles faites aux femmes essentiellement, dans un premier temps, même si là, ça bouge un petit peu sur les contenus, que ce soit sur les débats sur la grossesse, sur les contraceptions, et on va voir comme ça que ça va être des thématiques avant tout qui vont porter davantage sur le corps des femmes. Qui vont être abordées et donc qui vont servir et qui vont être retraduites comme étant des sources d'information. Plus secondairement, mais avec un écart notable, on va voir arriver la question de la pornographie, qui va être mobilisée comme une source parmi d'autres, et pas comme la source unique ou la source suprême. Et on tient vraiment à souligner cet effet-là dans l'enquête, en tout cas ce résultat-là, c'est que la pornographie est une source parmi d'autres d'informations sur la sexualité ou d'apprendre sur les choses du sexe. Elle est davantage citée par les hommes que par les femmes, d'abord parce qu'il y a une légitimité sociale à aller regarder du contenu pornographique pour les hommes au moment de l'entrée dans la vie adulte, mais aussi au moment dans l'adolescence et puis plus largement au moment de l'âge adulte également. Elle va être non sans lien avec la légitimité sociale pour la masturbation masculine avant tout et largement moins féminine ensuite. Et puis surtout, les contenus pornographiques, hein, aussi divers qu'ils soient, sont d'abord saturés de contenus en direction des hommes. Donc voilà. Mais ce qui ne veut pas dire pour autant que ces ressources et la pornographie est construite et pensée comme étant une source applicable au pied de la lettre, mais elle fait partie des contenus qui sont dans finalement l'espace d'information, ou l'espace, voilà, les sources d'information sur le corps, sur les positions sexuelles, sur tout un tas d'éléments dont les enquêtes post-Cali et les enquêtes antérieures qu'on avait permettent de creuser les éléments. Et puis enfin, dernier élément, on voit que la famille arrive largement après toutes les autres sources d'information, euh, avec un gros écart entre les parents, puisqu'on va voir que les mères sont davantage sollicitées que les pères, avec toujours, et les sœurs davantage que les frères, hein, dans les fratries, dans les adelphi, avec toujours cette idée et ce prisme féminin d'accompagnement, d'attention, de care, de prise en charge de la santé, de prise en charge de la santé sexuelle, mais aussi de la prise en charge des amitiés et des amours et des relations. Autre élément qui sort dans cette enquête, qui nous semblait aussi important à souligner, c'était la question de l'identification sexuelle en fonction des sources d'information. Donc là, vous avez la différence hein, sur le tableau entre les personnes qui se définissent comme hétérosexuelles, les personnes qui se définissent comme homosexuelles et les personnes qui se définissent comme bi ou pansexuelles. Et on va voir finalement une diversité des usages et des manières de référencer en fait quels sont par où ils et elles ont pu apprendre des choses sur la sexualité. Et on va voir comme ça que, alors si pour tout le monde, quelle que soit finalement son orientation sexuelle, son identité de genre, la question des partenaires, elle est vraiment très 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 majoritaire. C'est ensuite dans, euh, dans les interstices autres qu'on va voir des grosses différences et notamment on va voir les choses se creuser sur les adultes et notamment le personnel éducatif ou de santé qui va être très contrasté entre les personnes qui se disent hétérosexuelles et les personnes qui se disent homosexuelles dans cette enquête, puisque on a 76% des hommes typiquement homosexuels qui vont décrire avoir appris des choses sur le sexe par des personnels éducatifs ou de santé, contre 51% des personnes qui se disent hétérosexuelles. Donc voilà, donc on va voir aussi comment, dans les situations de minorité de genre ou de minorité d'orientation sexuelle ou de sexualité, la question de la diversité des sources d'information va permettre
d'approfondir ou de mieux comprendre ou d'avoir des ressources qui sont plus pointues, qui sont plus pertinentes ou en tout cas qui va permettre de diversifier les ressources parmi l'écosystème des ressources disponibles. Enfin, peut-être sur ce point-là, on peut faire un focus sur les réseaux sociaux, puisqu'on va voir que les personnes homosexuelles, bi ou pansexuelles citent davantage les réseaux sociaux comme étant des sources d'information par lesquelles elles ou ils ont pu apprendre des choses sur la sexualité, contrairement aux personnes hétérosexuelles qui, elles, peuvent trouver finalement des contenus en dehors des réseaux sociaux. Et là, il y a forcément des choses qu'on va retrouver. On ne pourrait pas mesurer ce qui s'est passé avant ou après MeToo sur ces questions-là parce qu'on n'a pas d'enquête avant. Mais en tout cas, le contexte MeToo a permis une profusion et une diversification des contenus, notamment sur les réseaux sociaux, en lien avec la sexualité, en lien avec l'orientation sexuelle, en lien avec l'identité de genre. Et leur diversité va faire aussi qu'ils sont cités davantage par les personnes qui sont moins représentées dans le reste des contenus. Enfin, dans cette enquête, on voit un effet de l'âge avec des ressources qui vont bouger, puisqu'on a des 18-29 ans et que forcément on n'est pas les mêmes personnes entre à 18 ans et à 29 ans, avec des ressources qui vont bouger entre 18 et 29 ans, où par exemple les partenaires alors restent définitivement les personnes auprès desquelles et avec lesquelles on va apprendre le plus de choses, et le plus souvent, et ça quel que soit l'âge. Mais par contre, on va voir arriver la question des amitiés qui est encore plus forte pour les plus jeunes, la question des professionnels éducatifs et de santé qui va s'amenuiser avec l'âge, la question des parents qui va vraiment dégringoler avec l'âge entre 18 et 29 ans. Et pour autant, on va voir finalement les réseaux sociaux qui vont perdurer, même si voilà, on va avoir une diversification et la pornographie qui va, pareil, perdurer au fil des âges, mais qui va être contrastée en fonction de l'orientation sexuelle et d'identité de genre. Enfin, dans cette enquête, un élément qui semble intéressant, c'est que si aujourd'hui tous les jeunes qu'on a pu interroger sont considérés comme des jeunes hyper connectés, ou en tout cas dans la représentation sociale qu'on peut avoir de la jeunesse, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a un palier autour duquel se joue quelque chose, c'est-à-dire que le fait de détenir ou de déclarer d'avoir eu plus de quatre sources différentes, quatre ou quatre et plus, fait un gros contraste avec les jeunes qui vont déclarer moins de quatre sources différentes. Et typiquement, on va voir là arriver la question de l'appartenance sociale, où 60% des femmes et 51% des hommes des milieux les plus favorisés, donc avec un ménage parental à dominante cadre, vont déclarer avoir eu des informations par au moins quatre sources différentes. Et puis, à l'inverse, on voit que 41% des femmes et 36% des hommes issus des milieux les moins favorisés, donc un ménage à dominante parentale populaire, vont citer moins de quatre sources différentes. Et donc, on va voir que finalement, les personnes les plus favorisées vont être également celles qui vont aller diversifier le plus les choses par lesquelles elles vont apprendre sur la sexualité. C'est des choses qu'on voit déjà dans d'autres enquêtes, y compris sur la recherche d'informations en ligne de manière plus générale. C'est-à-dire que les dispositions acquises dans le cadre scolaire, dans le cadre familial, permettent aussi de retrier les informations et de mieux cerner les questions et d'approcher en fait et de diversifier ces sources par rapport aux jeunes qui sont les moins favorisés et qui ont des dispositions moins évidentes autour des usages numériques. Alors qu'ils et elles sont tout autant connectés avec les mêmes outils et passent autant d'heures sur les outils numériques. Enfin, cette question de la ressource et d'avoir des ressources différentes et de la diversification des ressources d'information sur la sexualité, ça nous a permis de croiser avec qu'est-ce qui se passe finalement entre partenaires. Et entre partenaires, on voit que plus on a eu de la chance d'avoir des sources diversifiées au-delà de quatre, et plus on va avoir tendance à discuter autour de la contraception, des préservatifs ou encore des infections sexuellement transmissibles avec son ou sa partenaire, quel que soit le type de relation dans lequel on va être. Et à l'inverse, le fait d'avoir eu moins de sources d'informations sur la sexualité, donc en dessous de 4, donc un 2 3 va au contraire faire qu'on va favoriser l'un ou l'autre type de discussion, mais pas, on va pas forcément aborder les trois thématiques qui sont en termes de prévention et de santé sexuelle assez centrales dans la construction des relations et dans la construction de la santé sexuelle.
Donc voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire sur les usages numériques dans cette enquête qui est très complète, qui donne déjà des premières publications en ligne sur le site de l'INED qui ont été publiées, une avant l'ouvrage et l'autre qui a été publiée juste il y a quelques semaines par les collègues et qui donnera lieu forcément à énormément de publications tant elle est riche et complète. Merci. Merci beaucoup à tous les deux et bonjour à toutes et tous. Je suis Augustin Vicard, le directeur de l'INJEP, et je vais avoir le plaisir de relayer vos questions auprès de nos deux intervenantes du jour. On a un petit peu d'eau pour reprendre votre souffle après cet exposé. Alors d'abord, je voudrais dire que vous avez un certain nombre de remerciements pour ces travaux qui sont jugés de très grande qualité par nos auditeurs. Donc, je voulais évidemment vous transmettre ça et puis vous dire qu'il y a un certain nombre de questions qui ont déjà été posées, mais vous redire aussi en ligne que n'hésitez pas à poser toutes vos questions dès maintenant et ça permettra évidemment d'avoir vos réponses. Alors, je vais commencer par vous, Marie, pour parler de sujets un petit peu plus généraux et notamment Paul Lopez qui travaille dans une RAGES et qui il s'interrogeait sur l'évolution et la hausse de ces sexualités dites minoritaires, hein, notamment chez les jeunes femmes. Est-ce que vous avez pu enquêter pour essayer de mieux comprendre ce que ça recouvre, ce qu'il y a derrière? Et peut-être, je me permets de rajouter une question aussi sur une dimension internationale. Est-ce que c'est un phénomène qu'on retrouve dans d'autres pays? Et est-ce que des enquêtes dans d'autres pays nous permettent de voir qu'il y a un phénomène similaire à ce qu'on observe en France? Oui, tout à fait. Je vais commencer par la dernière partie de la question. En effet, c'est une tendance qu'on voit, je dirais, dans quasiment toutes les enquêtes qui permettent de capter l'identification sexuelle dans les pays occidentaux, notamment Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. On voit cette augmentation. Et non seulement, donc, on voit les tendances communes sont une augmentation particulièrement forte chez les jeunes et une augmentation particulièrement nette des bisexualités et des pansexualités. Donc, c'est moins une augmentation des personnes qui se disent gays et lesbiennes que une plus grande part de jeunes qui disent ne pas se définir par un désir soit les hommes, soit les femmes, mais en fait, on va dire une forme de ouverture. Alors, pour creuser un peu la question, dans ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, c'est aussi une augmentation des pratiques, c'est-à-dire la part de jeunes qui ont eu des rapports sexuels avec une personne de même sexe a aussi augmenté. De fait, la part de jeunes qui font une entrée dans la sexualité avec une personne de même sexe est aussi en nette augmentation. Donc là, on a parlé de l'identification, comment on se dit, comment on se définit, mais ça se traduit aussi par une augmentation de pratiques. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cette augmentation? Nous, et là aussi, ce sont les collègues Tania Leibovitch et Wilfried Roux qui ont vraiment creusé cette question et Mathieu Trashman qui le mettent vraiment très en lien avec le mouvement MeToo, qui a été un moment de débat sur la sexualité, qui a été un moment de dénonciation des violences sexuelles et plus généralement de critique et de discussion sur l'hétérosexualité. Et on peut voir dans cette augmentation forte des identifications non hétérosexuelles, qui est de fait très forte chez les femmes surtout, comme une manière pour certaines femmes de prendre de la distance avec l'hétérosexualité, parce qu'elles s'interrogent sur l'hétérosexualité, parce qu'elles critiquent l'hétérosexualité. En tout cas, il y a une forme de désaffiliation avec l'hétérosexualité et qui se suit en pratique pour certaines et pour beaucoup, mais c'est plus généralement sans doute on va dire, une réflexivité et une critique plus large autour de la sexualité et que de ce point de vue-là, on peut le voir comme une conséquence très directe aussi de MeToo. Très bien, merci beaucoup. Alors, autre conséquence de MeToo, c'est une libération de la parole, notamment sur les agressions sexuelles subies par les jeunes femmes, ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc, François-Xavier Roux nous demande si vous pouvez mettre en lien cette déclaration d'agression dans l'enquête Mm. avec des définitions et catégories juridiques des actes. Est-ce que, comme dans une enquête de Mhm. victimation, vous avez pu aller jusque-là pour caractériser plus précisément les agressions telles qu'elles ont été subies?
Non, on ne peut pas le faire ça et c'était pas notre objectif. De fait, il y a des grandes enquêtes sur les violences de genre, l'enquête Virage que certains d'entre vous connaissez peut-être, avait cet objectif-là. Et en fait, où là vraiment on va pouvoir caractériser les faits, on va pouvoir les mettre en lien aussi avec des catégories juridiques. Notre enquête était très largement une enquête sur la sexualité et pas forcément spécifiquement ciblée sur les violences. Donc, la réponse courte, c'est que non, on ne peut pas faire ce travail de détail, mais il existe des ressources, et des sources très riches en France pour pouvoir le faire, ça. D'accord. Oui. Peut-être juste qu'on peut Mm. rajouter, c'est que le mouvement enfin, de libération de la parole, avec tous les guillemets qu'on peut mettre derrière cette expression, il a commencé déjà depuis les années 2000, voire Mhm. la fin des années Mm. 90. Et donc là, en fait, Oui, dans l'enquête, on observe un mouvement de fond qui n'est pas datable uniquement de MeToo, mais qui est aussi Mm. un mouvement de fond européen Oui. sur ces questions-là, en fait, qui n'est pas du tout spécifiquement français non plus. Ok, d'accord, merci. Alors, peut-être pour creuser sur l'enquête, Yael, tu as pu nous montrer un certain nombre de données par CSP en fonction du milieu social, Oui. sur notamment l'accès et l'information sur la sexualité. Mais de façon un peu plus globale, sur l'enquête, est-ce qu'il y a des grandes différences en fonction des CSP, par exemple, sur les éléments qu'on vient d'indiquer? Alors, ça dépend des domaines qu'on regarde et oui, il y a des différences sociales et ce qu'on peut dire, c'est que ces différences sociales sont généralement plus nettes, plus marquées pour les femmes que pour les hommes. Donc, ça veut dire que ça soit en termes de représentation de la sexualité de couple ou que ça soit en termes d'expérience, c'est-à-dire est-ce qu'on est en couple et on privilégie plutôt les formes relationnelles conjugales ou est-ce que on expérimente plus de la sexualité sans lendemain, la sexualité éphémère? Sur toutes ces variables, finalement, les différences vont être plus fortes entre les femmes issues du milieu populaire et les femmes issues de classes supérieures qu'entre hommes, en fait, des différents milieux sociaux. Donc, donc oui, on voit des différences sociales dans les deux groupes, mais ces différences sont de fait plus marquées de côté de chez les femmes. D'accord, merci. Maintenant, on a deux petites questions plus méthodologiques. Alors, je les pose. La première, c'est une personne qui s'interroge sur la difficulté à finalement parler d'un sujet très intime, la sexualité, les rencontres, via une enquête. Est-ce que les gens se livrent réellement et est-ce qu'on n'a pas des biais dans les réponses? Et puis, Mhm. une deuxième question plus spécifique sur l'âge médian de l'entrée dans la sexualité génitale. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que c'est la première pénétration ou c'est aussi les fellations, cunnilingus ou Mhm. masturbation? Et est-ce que c'est l'autodéfinition par les jeunes ou est-ce que ça a été vraiment formulé de Ouais, façon très précise dans l'enquête? ouais. Voilà, deux questions méthodologiques pour Oui, vous. oui. Ben alors sur on va dire la fiabilité des réponses finalement parce que c'est ça je pense la question. Alors oui, la sexualité est un sujet intime qui peut donc effectivement il y a des personnes qui sont plus à l'aise pour en parler que d'autres, mais je pense qu'il faut aussi se dire vraiment que c'est un sujet qui intéresse et que c'est pas certain que si on avait fait une grande enquête sur les pratiques de jardinage ou de pratiques alimentaires. Il y a plein de choses absolument passionnantes sociologiquement en termes de questions de société. Mais c'est vrai que, en fait, c'est aussi un sujet qui intéresse et les jeunes s'interrogent elles et eux-mêmes. Et donc, c'est pas forcément quelque chose qui va rebuter, ça peut aussi quelque chose qui fait participer, en fait. Mm. Donc, ça, c'est une première chose. Et ensuite, évidemment, on a mis en place tout ce qu'on sait faire pour vraiment favoriser la réponse et favoriser les réponses sincères. Ce que j'ai pas dit, on a travaillé avec Ipsos pour réaliser cette enquête avec des enquêteurs, enquêtrices professionnels qui savent très bien mettre à l'aise, savent très bien expliquer, savent aussi très très bien repérer si jamais il y a quelqu'un qui prend pas ça très au sérieux et qui commence à s'amuser. Donc en fait, c'est pas un questionnaire web. C'est un questionnaire qui est passé par des professionnels et qui, du coup, aussi font un énorme travail de qualité sur les données en faisant les enquêtes. Donc la réponse courte, c'est que oui, lorsqu'on pose des questions aux gens, peu importe le sujet, il y a toujours une question de savoir comment est-ce qu'ils répondent, est-ce qu'ils disent la vérité. Je Mm. ne pense pas forcément que la sexualité soit un sujet qui amène les gens à refuser de répondre ou forcément non plus
à mentir, entre guillemets, plus que les d'autres. Et donc, c'est évidemment un questionnaire anonyme, et ça, c'est absolument fondamental, évidemment. Et puis juste peut-être sur cette question-là, enfin, Ouais. je rajouterais peut-être que oui, les enquêteurs et enquêtrices Ipsos, c'est des gens qui ont été formés, Mm. qui ont été formés avec l'équipe pour mieux encore accompagner et faire qu'on ait peu d'abandon. Et en vrai, enfin, c'est une enquête où il y a très peu d'abandon en cours de questionnaire. Alors que, enfin, objectivement, il y a quand même beaucoup de gens qui commencent un questionnaire et puis au bout d'un moment, quand il y a une redondance des questions et tout ça, on fait, ouais, bon, bah là, j'ai poney. Là, on a peu de gens qui partaient au poney en plein milieu de l'enquête. Et puis enfin, je pense qu'elle est révélatrice aussi du peu d'espace qu'on peut avoir pour parler de sa sexualité sans jugement. Et donc, même s'il y a éventuellement deux, trois personnes, sur 10 000 personnes, on n'a pas 10 000 personnes qui ont raconté n'importe quoi sur leur sexualité. Tant ça recoupe avec toutes les autres enquêtes qui ont lieu aussi en ce moment. Tant mieux, vous me voyez rassuré, et vous nous voyez rassurés. Peut-être deux dernières questions un peu générales avant de faire un focus plutôt sur l'information des jeunes sur la sexualité. Des questions qui montrent un peu la frustration que vous devez avoir à devoir résumer en 30 minutes ou 15 minutes l'ensemble de ces travaux qui sont très importants. Donc la première question, c'est est-ce qu'il y a des chiffres sur les minorités de genre? Notamment, et c'est d'ailleurs une des grandes forces de l'enquête, je pense que vous allez pouvoir le dire. Et puis aussi parler de différentes manières dont les jeunes se rencontrent. On parlait du rôle des réseaux sociaux. Il y a Anatole et un ou une spectateur anonyme qui nous demande justement ouais, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de flirt? Où est-ce que les gens se rencontrent? Est-ce que les réseaux sociaux sont aussi importants que ça? Ouais. Oui, donc sur les minorités de genre, nous, on a demandé aux jeunes, alors on connaît leur sexe à l'état civil, mais on a demandé comment se définissent. Donc, est-ce que vous vous définissez comme un homme, comme une femme de notre manière? Donc, il y avait cette possibilité de dire gender fluide, non-binaire, et voilà, une autre façon que hommes et femmes. Et donc, c'est très précisément 1,7% des jeunes qui se sont définis de notre manière que hommes et femmes. Donc, voilà, moins de 2% des jeunes qui ne se reconnaissent pas dans les catégories d'hommes et de femmes. Donc, c'est une petite minorité des jeunes. Alors sur les modes de rencontre, donc en effet, le numérique est présent, les applications de rencontre sont très utilisées, c'est plus de la moitié des jeunes qui en utilisent. Et si on regarde vraiment les jeunes qui commencent à s'approcher de 30 ans, en fait, voilà, c'est 65% des jeunes qui disent oui, j'ai déjà utilisé une appli. Donc c'est vraiment une pratique qui est très importante. En revanche, oui, le flirt existe toujours ailleurs. Lorsqu'on ensuite demandait où est-ce que ils et elles ont connu leur partenaire, que ce soit pour une histoire d'un soir ou en couple. Il y a plein de lieux. En fait, on se connaît, on se rencontre encore dans les bars, dans les boîtes, par les amis, dans les études, par le travail. Donc, il y a vraiment une très grande diversité de lieux. Et donc, pour vous donner les chiffres, chez les jeunes, donc c'est pour les histoires d'un soir, c'est une histoire sur 5 qui commence sur les applis. Et pour les couples, c'est un couple sur 10. Donc en fait, finalement, bon, les applis sont là, mais ne sont pas du tout majoritaires, n'ont pas du tout remplacé les autres modes de rencontre. Et ce qu'il faut savoir, alors nous, on ne le voit pas dans l'enquête, mais on le voit par d'autres études, les applications, finalement, comme lieu de rencontre, prennent plus d'importance chez les plus âgés. C'est-à-dire que chez les cadres et les quinquas, il y en a plus qui ont connu leur partenaire lorsque la rencontre a lieu récemment, bien sûr, et qui ont connu leur partenaire sur une application que des 25 ans. Parce qu'à la jeunesse, il y a toujours une sociabilité riche, intense, il y a plein d'occasions de rencontres, donc on se rencontre un peu partout. C'est moins vrai à 40, 50, 60 ans. Merci Marie, et ça me permet de faire un peu de publicité pour un 4 pages qui traite justement de ce sujet, un des premiers 4 pages qui valorisait les résultats de l'enquête et qui vous permettra, si vous consultez de façon très synthétique, d'avoir l'ensemble de ces résultats. Alors je me tourne vers toi Yael maintenant pour pouvoir évoquer davantage le travail focus sur l'information sur la sexualité. On voit que les parents sont toujours euh, encore assez peu présents dans l'information sur la sexualité, notamment les pères. Mais en revanche, et c'est peut-être un petit peu étonnant, que les professionnels éducatifs et de santé, personnels éducatifs et de santé, eux, sont assez présents. Et donc, la question de Gérard Marquier, qu'on connaît bien ici à l'INJEP, c'était de savoir si c'était des personnels plutôt rencontrés dans le cadre scolaire, des infirmières scolaires ou autres. Alors, on ne peut pas savoir dans l'enquête. Désolée, on n'a pas En fait, il y a une autre enquête en même temps qui s'appelle l'enquête contexte de la sexualité en France 2023, qui permettra d'avoir des éléments encore plus fins sur justement la place des professionnels de santé dans les sources d'information, dans l'accompagnement à la santé sexuelle. Mais dans l'enquête en vie, comme on était vachement
plus concentré sur la question des relations, avec vraiment une idée de creuser la question de l'entrée dans la sexualité et au moment de l'entrée dans la vie adulte par toutes les relations et la diversité des relations, on ne pouvait pas rajouter 5 questions pour savoir vraiment les occasions par lesquelles les jeunes pouvaient citer ces professionnels éducatifs ou de santé. Donc on n'a pas l'information. Alors là, j'ai très bien. Désolée. C'est pas grave. Alors Il faut peut-être attendre justement, l'année prochaine. Elle sort l'année prochaine. Ok. dans le prolongement, peut-être de dire que je sais que vous n'avez pas forcément la réponse à un certain nombre de questions que j'ai Mm, posées parce qu'elles portent moins sur les canaux d'information que sur le contenu ensuite et mm. l'usage de ces canaux-là. Mais je pense que peut-être qu'avec la Note. littérature, vous avez un certain nombre de réponses. Donc je vous pose quand même ces Ouais. questions, notamment une question sur les échanges de photos Mm. personnelles ou s'explique entre adolescents ou jeunes adultes. Est-ce que c'est très pratiqué et est-ce que c'est important dans la construction de la sexualité des jeunes? Alors, on a un chapitre qui porte notamment sur l'envoi de contenus intimes dans lesquels il y a les photos ou des vidéos de soi ou la réception de photos de soi ou de l'autre, dans lequel effectivement on voit une pratique qui va s'expérimenter et surtout se regarder du côté du couple davantage que dans les relations d'un soir ou les sex friends ou les amis avec un plus, enfin bon, toutes les manières dont on a de nommer les autres types de relations. Et donc c'est ça qui sort surtout comme type de résultat, c'est que c'est avant tout avec son ou sa partenaire dans le cadre du couple que s'échangent ces contenus sexuels. Et bien moins dans les relations d'un soir ou les relations très courtes. Donc ça, c'est un des premiers résultats, enfin, on va dire que c'est le résultat majeur. Et puis peut-être l'autre résultat, c'est dans cette enquête, c'est de voir que et les hommes et les femmes envoient des contenus ou reçoivent des contenus intimes de la part de leurs partenaires respectifs. Merci. Alors, toujours dans les contenus qui sont échangés, visionnés, il y a, y compris d'ailleurs dans le débat médiatique, pas mal de bruit autour des contenus masculinistes qui se développeraient, notamment pour les jeunes garçons. Et donc la question est de savoir si c'est très présent ou pas, ou si c'est plutôt minoritaire, à quel point ça se développe, et est-ce que ça joue évidemment dans la construction. Et puis on a une remarque d'un autre auditeur qui est plus là pour le coup, plus dans les solutions qui existent pour des jeunes qui seraient confrontés à ces contenus masculinistes, est-ce qu'ils peuvent trouver des solutions pour justement voir autre chose et essayer de sortir de cette façon de s'informer. Alors, dans l'enquête, on n'a pas de questions vraiment sur les contenus masculinistes. Par contre, ce qu'on sait, c'est que en ligne existe des contenus masculinistes, mais aussi d'autres types de contenus, et le numérique ne se restreint pas, contrairement, on va dire, à la bulle médiatique là depuis 3 4 mois, hein, autour de ces contenus, puisqu'on voit, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup plus de contenus diversifiés autour de la question de la féminité et de la masculinité que de ces contenus masculinistes sur lesquels en ce moment on met vraiment la lumière. Donc voilà, et donc une des ressources, c'est d'aller chercher davantage de contenu, d'utiliser, de continuer et d'accompagner à l'utilisation et à la discussion autour de ces contenus. Et peut-être un autre élément de réponse. Alors, c'est pas une réponse à la question, mais c'est par rapport à ce qu'on entend beaucoup, qu'il y aurait un mouvement masculiniste qui se développerait beaucoup et qui aurait une emprise de plus en plus grande, notamment sur les jeunes hommes. Alors, il y a aussi des indications qui vont dans le sens inverse, qui permettent pas vraiment d'affirmer, de confirmer qu'il y aurait une telle influence masculiniste. Alors, un premier élément, on ne peut pas comparer dans le temps, mais c'est une information qui est intéressante en soi. Parmi les jeunes 18 à 29 ans, c'est la majorité des hommes qui se disent féministes. 56% des jeunes hommes se disent féministes, 75% des femmes, donc ça reste plus important chez les femmes. Mais disons que c'est un terme qui s'est diffusé. Les hommes aussi sont concernés par notamment MeToo et le renouveau de féminisme que ce mouvement a incarné. Donc ça, c'est un élément. Et un autre élément, c'est, on voit aussi, là, on peut comparer dans le temps, on voit une perte de vitesse ou une diminution de la croyance dans une différence naturelle entre les sexes. On a demandé, est-ce que vous pensez que les hommes ont plus de besoins sexuels par nature? Idée très forte chez les masculinistes, justement. En fait, il y a 20 ans, une majorité des jeunes pensaient que oui, maintenant c'est une minorité. Et ça vaut pour les hommes et les femmes. Donc, en fait,
il n'y a pas forcément un mouvement univoque de diffusion d'un côté du féminisme chez les filles, du masculinisme chez les hommes. Nous, ce qu'on voit, lorsqu'on regarde des défenses évolution dans le temps, c'est que les idées féministes et plus généralement les idées d'égalité entre les sexes sont encore toujours des idées qui se diffusent et il n'y a pas de signe de recul de ce point de vue-là du côté des hommes. D'accord, merci. Ça permet d'avoir une vision plus nuancée. Alors, sur un autre sujet dont on parle moins depuis 3 4 mois, mais une expérience une remontée de terrain d'une auditrice qui nous dit il y aurait de plus en plus de jeunes conservateurs. Évidemment, pas une majorité, mais de jeunes qui seraient très conservateurs sur les questions de couple et de sexualité, avec des discours sur le body count. Je ne sais pas ce que c'est personnellement, mais pour les filles, mais aussi pour les garçons et des pratiques de contrôle dans le couple. Est-ce que c'est des profils que vous avez pu repérer dans l'enquête et est-ce que ça se développe ou ça existe, même si ça doit rester évidemment minoritaire? Et je veux bien ça, m'expliquer ce que c'est que le body count, comme ça. Vas-y. Bah, le principe du body count, c'est juste de compter le nombre de partenaires et d'instruire souvent des tableaux. Alors, ça peut être par sur son téléphone, sur une appli, on va compter et on va classer. Alors, c'est hyper pratique pour des sociologues, hein. Les gens font déjà notre travail. Voilà, ils produisent déjà le contenu analytique pour décrire leur sexualité, l'activité sexuelle ou les crushs, c'est-à-dire l'activité sexuelle non avenue, mais qui n'est pas nulle pour autant, mais qui compte beaucoup, et ça fait aussi partie des intérêts de cette enquête, hein, c'est de regarder aussi qu'est-ce qui fait partie de la sexualité, qu'est-ce qui fait partie de la vie relationnelle, mais qui n'a pas lieu, pour entendre aussi comment on va compter le type de partenaire avec qui on aurait voulu, mais en fait avec qui il s'est rien passé et tout ça. Donc voilà, donc le body count, c'est ça. Ensuite, c'était quoi? Excuse-moi. La question, c'était sur les couples de plus en plus Ah conservateurs. Ça oui. va pas forcément très bien avec le body count, Mm. mais Moi, je il y a pense que, l'idée ouais. qu'il y aurait des couples qui seraient dans l'idée de contrôler de leur sexualité et de la restreindre. Je pense que On reviendra. ouais. Je pense que dans cette enquête, en tout cas, les éléments qu'on retrouve sur la question du féminisme, sur les questions d'égalité, on a plusieurs questions qui sont posées déjà depuis 2, voire 3, voire 4 enquêtes sur la sexualité en population générale ou là sur les jeunes adultes. C'est pas sur les résultats des jeunes adultes que se joue en tout cas le plus grand conservatisme. C'est pas dans cette enquête-là où on va retrouver la population la plus conservatrice en matière de couple, puisqu'on va voir que la question de l'égalité, elle est surimportante par rapport à toutes les autres variables qu'on a pu tester. Après, il faudra voir ce que ça donne dans l'enquête contexte de la sexualité en France, qui là est sur les 18-89 ans. Mm. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où il ne faut pas penser que tout bouge dans la même vitesse, dans le même sens. Si vous faites une enquête électorale et vous demandez les intentions de vote et les affinités politiques dans plein de pays, vous allez avoir un résultat très net qui est que les jeunes hommes votent plus conservateurs aujourd'hui que par le passé. Nous, on a fait une enquête sur la sexualité. On demandait qu'est-ce que vous pensez voilà, quelles sont vos idées, vos opinions sur la sexualité, qu'est-ce que vous faites. Et c'est un angle très différent et on regarde peut-être un peu plus les pratiques voilà, réelles et relationnelles et on voit autre chose. Donc, je pense que c'est un moment, à mon avis, où il faut qu'on arrive à tenir en tête en même temps qu'on a des mouvements politiques et culturels qui ne bougent pas forcément dans le même sens et qu'on peut avoir des évolutions qui paraissent contradictoires et aussi un contexte où certains discours très extrêmes ont bénéficié d'une visibilité médiatique inédite. Donc on parle beaucoup de masculinistes, mais c'est pas parce qu'on en parle beaucoup que ça rencontre forcément que ça concerne démographiquement une majorité de jeunes hommes. Il y a là une différence entre la visibilité et la réalité de la chose, je pense. Et c'est aussi à ça que servent les travaux en sciences sociales, à justement peut-être remettre en cause nos approches et nos préconceptions. Deux dernières questions. Alors, une pour toi, Yael, d'abord, sur l'évolution des canaux d'information sur la sexualité. C'est vrai qu'on a fait le point Mhm. surtout sur la période récente, mais un certain nombre d'auditeurs, d'auditrices voudraient savoir si ça a bougé, notamment par rapport à la question du porno et de la consultation du porno, et savoir si, là, on a vu que c'était un niveau qui n'était pas si élevé que ça, notamment pour les jeunes femmes. Même assez Mm. minoritaire. En revanche, qu'en était-il 10 ans en arrière? Est-ce que ça a quand même progressé ou pas de façon importante? L'auditrice rappelant que maintenant le porno est très très accessible et donc évidemment. Ouais, alors je pense qu'en fait, il y a la question de l'accessibilité à la pornographie et aussi la diversification des contenus pornographiques et des contenus érotiques qu'il faut regarder dans le même moment.
C'est-à-dire que oui, avec le téléphone portable ou avec une tablette, tout le monde peut avoir accès à des contenus pornographiques et en même temps, ces accès, ils sont moins évidents que pour la génération qui avait 17 ans, 18 ans au début des années 2000 et où tout le monde téléchargeait des films, c'était des torrents, c'était illégal, et sur lesquels un film sur deux, voire deux films sur trois, étaient d'abord des contenus pornographiques subis et pas des contenus pornographiques choisis. Ce qui est complètement différent dans une démarche. Quand on va télécharger un film d'action et qu'on tombe sur un contenu pornographique, on n'est pas du tout dans les mêmes dispositions mentales que quand on va chercher du contenu sexuel. Et pareil, ce qu'on voit là depuis une dizaine d'années, c'est une diversification des contenus. La pornographie, en fait, on devrait dire les contenus pornographiques et les contenus érotiques, tant ça va se diversifier à la fois dans des romans, à la fois dans des podcasts, à la fois dans des films, dans des animés. On va voir la porosité entre les pratiques culturelles, les sphères culturelles dans lesquelles sont les gens, et puis ensuite les contenus et les manières dont ils et elles vont se retrouver en ligne. Et puis ensuite, on va aussi voir la diffusion de contenus pornographiques féministes qui n'existaient pas il y a une trentaine d'années quand on faisait les enquêtes. Donc il y a des choses qui bougent à la fois sur les contextes d'usage, mais aussi sur les modalités de ces usages, qui font que c'est très difficile de comparer le maintenant, le avant. Voilà. Ce qu'on sait par contre et qu'on voit dans cette enquête, c'est que la pornographie, elle est d'abord utilisée seule par les hommes, en couple par les femmes, ce qui ne veut pas dire qu'une fois qu'elles ont expérimenté les contenus pornographiques en couple, elles vont pas l'utiliser seules derrière. Mais c'est d'abord, enfin, c'est dans l'ordre du script d'utilisation de la pornographie au moment de l'entrée dans la sexualité. C'est comme ça que ça se déroule majoritairement. Et puis ensuite, enfin, euh, on va dire que enfin, l'enquête Envie, c'est ce qu'elle montre au regard de pas mal d'autres enquêtes. On ne peut pas comparer l'enquête typiquement CSF 2006 avec l'enquête Envie sur toutes les questions autour de la pornographie parce qu'on n'a pas posé exactement les questions de la même manière, l'objectif n'étant pas exactement le même dans les deux enquêtes. Donc, pour l'édition 2 de l'enquête en vie, Ouais. d'ici une petite dizaine d'années, on aura les réponses à méthodologie constante. Voilà. Dernière question, puisque je parlais justement de peut-être prochaine édition de l'enquête en vie, ou en tout cas de travaux qui continueront. Une question de Véronique Vieillot, collègue de Dragès, qui vous remercie pour la présentation et vous demande quelles données vous ont le plus surprise et si vous deviez citer une chose qui vous a vraiment surpris. Et derrière, est-ce que ça vous donne envie de creuser et comment? Ce sera Euh, le mot de la fin. ouais. Je pense que une des résultats qui nous, en tout cas qui m'a ma surprise, c'était l'ampleur de cette augmentation des minorités sexuelles. On savait que ça allait être plus qu'en 2006, qu'il y avait une augmentation, mais c'est quand même là une femme sur cinq entre 18 et 29 ans qui ne se définit pas comme hétérosexuelle, mais comme autre chose. Ça, je pense que c'est quelque chose de l'ampleur parce que il faut savoir aussi, et ça c'est un des numéros de population et société qu'on a mentionné, cette publication courte qu'on a faite avec des collègues qui ont creusé justement ces résultats-là. Et il faut savoir que c'est pas une augmentation lente sur 20 ans. En fait, elle s'est principalement produite depuis 2015 et voire 2017. C'est rare en sociologie, en démographie, d'avoir des évolutions de ce type en quelques années. Voilà, ça c'est quand même un... Je pense que c'est un résultat important de l'enquête et qui était, par son ampleur, quand même surprenante. Ouais. Yael, est-ce que tu as un autre résultat? C'est sans doute celui-là que tu aurais retenu aussi, mais Ouais, alors peut-être non en complément, mais qui s'inscrit dans le résultat de d'autres enquêtes aussi, c'est peut-être qu'on n'est pas dans une période de précocité d'entrée Mm. dans la sexualité, mais plutôt de report d'entrée dans la sexualité, puisqu'on a, enfin pour moi c'est quelque chose qui est important quand on parle à un groupe de jeunes, Mm. c'est qu'à 15 ans, on a la moitié des jeunes devant nous qui n'ont pas expérimenté un premier baiser avec la langue, qu'à 17 ans et 8 mois, on a la moitié des jeunes qui n'ont pas expérimenté un premier rapport sexuel. Et donc ça a tendance à augmenter, contrairement aux idées reçues des adultes qui laisseraient croire ou qui voudraient croire ou qui voudraient s'inquiéter en pensant que c'est toujours plus tôt et toujours plus précoce. On a plutôt tendance à observer des reports et quand les reports, on n'est pas à 18 ans, on est vraiment au-delà de la vingtaine d'années pour une petite minorité de jeunes malgré tout. Donc voilà, et donc c'est peut-être ce deuxième résultat-là au regard des questions sur les minorités de genre et les minorités sexuelles. merci beaucoup. Il me reste à vous Merci. remercier, l'ensemble du public à distance et puis sur place, et à vous donner rendez-vous pour un rendez-vous de la doc à la rentrée qui n'est pas encore définie après les vacances d'été. Bonne journée. Au revoir.